Bienvenue sur le plateau de Dialogue Nord-Sud, votre nouveau rendez-vous, une émission qui vous est proposée par l'ASBL Espace Nord-Sud en collaboration avec Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine et Dias Congo TV. Comme vous le savez, nous sommes à l'heure actuelle à quelques jours des élections en Belgique. Le 25 mai, les Belges vont se rendre aux urnes pour un triple scrutin fédéral, régional et européen. C'est ici pour nous le lieu d'accueillir politique belge. En ceci qu'il s'agit donc de M. Serge Depatoul qui représente le Front des démocrates francophones. M. Serge Depatoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes député régional, premier échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Alors pour la petite histoire, vous avez été élu en 1976 pour la première fois. Vous étiez à l'époque le plus jeune conseiller communal de Belgique. Effectivement, donc j'étais tout jeune, j'étais étudiant. Et j'ai été élu lorsque, à l'époque, François Persson, qui était FDF, a fait une majorité absolue. Il était une magnifique personnalité avec un beau projet citoyen, un beau projet de ville. Et donc j'étais passionné et c'est lui qui m'a façonné, je dirais, ma compétence politique. Oui. C'est tout à votre honneur. Alors, je dois également préciser que ça fait 25 ans que vous siégez au Parlement régional bruxellois. Un record, vous êtes le doyen. Oui. Alors, je ne suis pas le doyen parce qu'on est quelques-uns, en fait, à avoir été élus la première fois quand la région a été créée et à être encore au Parlement. Mais après chaque élection, on est de moins en moins nombreux. Effectivement. Alors, je précise également que vous êtes professeur d'université à l'université catholique de Louvain. Votre grande passion, c'est la coopération au développement et la coopération internationale. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de notre entretien. On va devoir faire connaissance parce que vous vous adressez à la communauté congolaise. Certains vous connaissent, d'autres pas. Alors, dites-nous d'abord, depuis quand remonte cette passion pour la politique et surtout pourquoi avoir choisi l'FDF ? Alors, la passion, je dirais que je l'ai presque toujours eue, est vraiment un intérêt pour la gestion publique. Et j'ai été, quand j'étais jeune, très frappé justement par François Persson et son projet de gestion communale, d'une part, et d'autre part, à l'époque, l'affaire de Louvain, de l'université de Louvain, était encore assez récente. Et donc cette expulsion était très interpellante. Il faut rappeler en 1971, si je ne m'abuse, le fameux Wallenbeuten. C'est en 1968, effectivement. Oui, il y a eu le fameux Wallenbeuten et la décision d'expulser en fait l'université francophone de Leuven pour s'installer à Louvain-la-Neuve, c'est-à-dire à l'époque dans des champs. C'est une décision assez invraisemblable pour un monde académique, surtout une université qui y était depuis des siècles. Et c'était aussi invraisemblable parce qu'une université est un moteur économique. Et la démonstration est faite aujourd'hui que c'est un moteur économique. Le Brabant wallon est la région qui a la plus forte croissance économique. Et l'université y est le moteur essentiel. Alors, ce rejet de l'autre, ça m'avait vraiment choqué. Et on sentait déjà à l'époque qu'après l'université de Louvain, c'était Bruxelles la cible. Et soucieux de cette tolérance, soucieux de cette défense des cultures, soucieux aussi de cette volonté du respect des minorités, je ne pouvais que choisir le FDF. Alors, vous avez été le témoin privilégié de beaucoup de mutations institutionnelles, mais également des différentes réformes de l'État. Alors, avec le recul, parce que je crois savoir que votre parti n'a pas voté la dernière réforme en cours, la 6e, faut-il le rappeler. Si vous étiez en situation, si vous étiez aux affaires aujourd'hui, quelles seraient vos priorités sur le plan institutionnel ? Alors, sur le plan institutionnel, il faut rappeler que Bruxelles est le moteur économique de la Belgique. Bruxelles est la capitale de l'Europe et c'est évidemment une perspective extraordinaire. Limiter une capitale de l'Europe à 19 communes est une aberration institutionnelle. Nous devons élargir la région bruxelloise. Au risque d'empiéter sur le territoire flamand. Ce n'est pas un risque, c'est au bénéfice de ceux qui habitent ces territoires. Parce que Bruxelles est leur moteur économique
est leur source de revenus pour la majorité des Belges. Je prends un exemple. C'était Steve Steyaert qui était le gouverneur de la province du Limbourg, qui était un SPA, donc socialiste néerlandophone. Il a été bourgmestre d'Asselt. Et lors d'une conversation, il me disait, parce que c'est un homme très agréable, en fait, quand j'ai des industriels étrangers, je leur explique que le Limbourg, c'est Bruxelles, mais juste la périphérie, un peu éloignée. Et quand ils viennent, je les reçois à Bruxelles, et puis je les mène au Limbourg pour montrer les lieux où ils peuvent investir. Et il disait clairement, mais c'est évidemment Bruxelles qui est l'attraction, pas le Limbourg. Et donc, il faut en réalité donner à Bruxelles toutes les chances de rester la capitale de l'Europe. Et donc, il faut de l'espace. C'est l'intérêt de tout le monde. Et donc, la première réforme que je ferai, c'est effectivement élargir Bruxelles. Et on pourrait même concevoir une région bruxelloise qui couvre l'ensemble de l'ancienne province du Brabant. Parce qu'il y aurait la place pour des institutions. Donc on reviendrait sur la scission du Brabant, Brabant flamand, Brabant wallon. Donc en fait, on reviendrait au statut initial, si je suis bien. On reviendrait, je dirais qu'il y a une série d'erreurs qui ont été commises. Et donc, il y a cette série d'erreurs qu'il faut corriger. Et il faut le corriger parce que le statut de capitale de l'Europe, c'est une décision. C'est une décision qui n'est a priori pas quelque chose qui peut rester éternellement. C'est une décision qui peut être contestée. C'est une décision qui peut, à un moment donné, poser problème parce qu'avec l'arrivée de nouveaux États, il y a besoin d'espace. Et si on est dans un carcan, ça peut susciter des envies d'aller ailleurs. Et je cite de nouveau un exemple. Quand l'Allemagne s'est unifiée, elle décide de refaire de Berlin sa capitale. Je comprends, c'est très légitime. Bonn se vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Mais ils ont expliqué, entre autres, au niveau européen, que Bonn était une ville assez intéressante, qui avait des espaces qui se libéraient, et donc que certaines institutions pourraient très bien aller à Bonn. C'est d'ailleurs pas si loin de Bruxelles que ça. Pour des raisons historiques, évidemment, ça n'a pas abouti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, notre statut de capitale de l'Europe, nous devons le défendre. Et pour défendre notre statut, qui est quand même notre, je dirais même, notre gagne-pain, nous devons donner les atouts à Bruxelles pour pouvoir être la capitale que les Européens veulent avoir. D'accord. Alors, on va aborder une de vos passions, si ce n'est la principale, c'est bien évidemment la coopération développement et la coopération internationale. Alors, à votre qualité de premier échevin à Oduber Saint-Pierre, vous avez eu l'opportunité d'initier pas mal d'actions, notamment en Afrique, en RDC et plus particulièrement dans la partie orientale du territoire national, dans l'Est, à Goma. Vous avez reçu, je crois, à 3 reprises le bourgmestre de Goma, mais surtout vous avez entrepris un certain nombre d'actions en faveur de cette ville. Alors, vous vous adressez aujourd'hui à la diaspora congolaise. Alors, il y a 2 questions qui me brûlent les lèvres. La première, comme vous le savez, cette campagne est caractérisée par des considérations de politique intérieure congolaise. Il y a évidemment le débat relatif à une 3e candidature de Joseph Kabila, malgré le fait que la Constitution le lui interdit. Alors, première question, quelle est la position des FDF à ce sujet? Alors, 2 éléments. Premier élément, c'est qu'il est clair que les politiques internes doivent être gérées par, je dirais, les citoyens de l'État. Il est malvenu d'avoir une ingérence politique. 2e élément, il y a des règles démocratiques qui doivent être respectées. On ne peut pas bafouer une constitution, elle doit être respectée, et une constitution peut éventuellement, sur base d'un vote, être modifiée. Rien n'est définitif, mais il faut respecter les règles démocratiques. Ça, c'est le socle de base sur lequel nous nous basons. Et donc, nous demandons évidemment que ce soit respecté. Et si aujourd'hui une 3e candidature n'est pas autorisée par la Constitution, c'est un fait décidé par les Congolais qui doit être respecté.
Si maintenant, à la suite d'un processus démocratique qui respecte la législation congolaise, il y a une modification de la Constitution, nous en prendrons acte. Alors il y a un article qui justement verrouille cette possibilité, c'est l'article 220. Donc si on doit réviser la Constitution, ce seront certains articles, mais pas celui-là, qui interdit de faire plus d'un mandat renouvelable, donc pas plus de 2 mandats consécutifs. Mais donc vous donnez la réponse. Donc le FDF, aujourd'hui, estime que M. Kabila doit respecter la Constitution, selon les termes, et donc ne pas se représenter. Nous sommes effectivement pour un État de droit. Et donc l'État de droit doit être respecté. Et c'est tout à l'honneur de ceux qui auront le souci de faire respecter cet État de droit. Et l'État ne peut que prendre de la force quand ces règles sont respectées. D'accord. Alors, quand le secrétaire d'État américain John Kerry dit qu'il n'est pas question de se représenter, quand le ministre de la Coopération au Développement, Jean-Pascal Laby, abonde dans ce sens, et quand la MONUSCO, il y a de cela 48 heures, dit la même chose, est-ce que vous pensez que la Belgique, la position officielle de la Belgique, gagnerait à être clarifiée rapidement? Je le pense, oui, je le pense. Alors maintenant, nous sommes dans une situation particulière, puisqu'on est à la veille d'un scrutin électoral. C'est donc le rôle du prochain gouvernement. Mais le prochain gouvernement devra le faire. Et il faut, c'est vraiment un souci que nous avons, il faut vraiment des États de droit. Sinon, on ouvre la porte à tout, à tout. Et c'est bien, et nous n'allons pas nous immiscer dans la politique, je dirais, d'un État. C'est en interne qu'on fixe l'État de droit, mais l'État de droit étant fixé, il faut le respecter. Alors revenons à ce que vous avez initié, entrepris comme action dans la ville de Goma, puisque je rappelle que en votre qualité de premier échevin, vous avez eu l'opportunité d'inviter déjà le bourgmestre de cette ville. Alors concrètement, quelles sont les actions que vous avez réalisées? Qu'est-ce qui est en chantier? Qu'est-ce qui reste à faire tout simplement? Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de faire des micro-projets. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et ce que j'apprécie beaucoup avec la collaboration avec la ville de Goma, c'est que nous avons entamé cette collaboration à un moment où la situation était très difficile. C'était la guerre au Nord Kivu, ça allait un peu dans tous les sens. Elle est finie d'après vous? Alors, elle est finie, oui. L'enjeu, c'est de la clôturer réellement. C'est de veiller à donner la sécurité ad hoc. C'est de veiller à ce qu'il n'y ait plus de violence, c'est de veiller à ce que le citoyen, les indigènes du Nord Kivu se sentent bien, que ce soit en ville ou dans les collines. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et c'est un enjeu essentiel parce que si ça ne se passe pas ainsi, on va ouvrir les portes à de nouveau un nombre impressionnant de dérapages, de banditisme et éventuellement de nouveau des mouvements de guerre parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts économiques en jeu au Nord Kivu et qu'on pourrait avoir certains qui utilisent la pagaille pour des intérêts financiers. Et donc je pense que la communauté internationale a un vrai devoir d'investir au Nord Kivu pour justement mettre en place une force publique, un pouvoir public qui soit efficace et qui soit un rempart pour les citoyens, et ce rempart soit justement cette protection pour assurer la sécurité. Alors ce que nous faisons, nous, à Goma, c'est un micro-projet. Je n'ai pas beaucoup de prétentions, mais on sait combien la gestion locale est importante, on sait combien l'état civil et la population est un outil pour la gestion locale. Nous avons des compétences, c'est notre domaine d'activité comme municipalité. Eh bien, nous sommes là pour réhabiliter le service état civil-population. Renforcement des capacités? Renforcement des capacités, transfert des compétences,
Nous ne sommes pas là pour faire le travail, nous sommes là pour encadrer, faire des analyses, débattre, et je dis très clairement que c'est aussi pour nous très intéressant parce qu'on peut voir d'autres pratiques, on peut être interpellé par des questions qui nous font réfléchir à nos propres méthodes de travail. Donc c'est un partenariat vraiment que l'on veut créer, mais en même temps, on a cette volonté d'assurer que ce soit l'administration de Goma qui gère le projet. Je dis toujours, et c'est un adage populaire bien connu, c'est gentil de donner un poisson parce qu'on va manger une fois, c'est gentil de donner un filet de pêche parce qu'on pourra pêcher plusieurs fois et manger plusieurs fois, mais ce qu'il faut, c'est expliquer comment on construit le filet de pêche, comment on le fabrique, parce qu'à ce moment-là, on devient indépendant. Et donc, je m'inscris dans cette logique. La volonté n'est pas de faire à la place, la volonté, c'est en réalité qu'on puisse me dire à un moment donné, bah, écoutez, on n'a plus besoin de vous, ça tourne tout seul. Alors, d'autres projets dans d'autres villes de RDC? Alors, je me concentre à Goma, ce qui est déjà une affaire assez conséquente. Notre volonté, c'est d'utiliser Goma pour pouvoir, en réalité, faire le même type de travail avec Beni et Butembo. Donc, de faire un axe au nord Kivu, en remontant, et donc de travailler toujours sur la réhabilitation des services état civil-population dans ces deux grandes villes. Et donc ça, c'est l'étape suivante. En quelque sorte, aujourd'hui, on voudrait terminer le recensement, passer à l'informatisation, et en même temps... Quand vous parlez de recensement, vous parlez de quel type de recensement? Alors, c'est un recensement de la population pour faire le registre de population. Et donc, c'est un recensement de toute personne qui habite à Goma avec... Donc ce serait un recensement qui serait géographiquement localisé dans la ville de Goma uniquement? C'est ça. Oui, exactement, exactement. D'accord. Et donc l'opération se terminant, nous lancerions les mêmes types d'opérations à Beni Butembo et en parallèle, on informatise le service état civil population à Goma. Ça, c'est les projets futurs. C'est la raison pour laquelle on a investi dans les bâtiments, parce qu'il faut des bâtiments convenables pour pouvoir accueillir ces bureaux. Et on investit aussi dans l'énergie solaire pour assurer justement l'indépendance énergétique, puisqu'il faut une indépendance énergétique pour travailler sur la... Est-ce qu'au départ d'ici, donc de la Belgique, est-ce que vous associez des ressortissants congolais à la mise en œuvre de ces projets? Ou est-ce que vous avez uniquement comme interlocuteur la ville de Goma? Alors, nos interlocuteurs, c'est la ville de Goma. Mais votre question est extrêmement pertinente, parce que je suis intimement convaincu que, je dirais, des Belges d'origine congolaise pourraient être vraiment des moteurs de ce type de projet. Ils ont des compétences, et je constate, et je le vois d'ailleurs aussi à Goma, même s'ils ne sont pas dans le projet, ils sont dans d'autres projets, je vois des Belges d'origine congolaise qui retournent et qui apportent une très très belle contribution. Je pense que le Congo devrait, entre guillemets, je dirais, utiliser un peu plus cette filière pour faire venir des compétences, et faire venir des compétences qui, en fin de compte, connaissent très bien le Congo. Tout à fait. Alors, revenons en Belgique. Un des grands problèmes ici pour la communauté congolaise, c'est un certain nombre de discriminations dont elle se dit victime, hein, discrimination à l'embauche, discrimination au logement. Très concrètement, quelles sont les mesures que votre parti suggère pour pouvoir réduire ces discriminations? Alors, je comprends très bien le sentiment parce qu'il est en partie vrai. Il ne faut pas se voiler la face, il est en partie vrai. Alors, très concrètement, la première chose, et je vais parler du problème de l'emploi. La première chose, c'est que les pouvoirs publics doivent être irréprochables. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, la discrimination discrète, qui est légale en fait, c'est d'imposer des compétences que le boulot ne nécessite pas nécessairement. Et dans la fonction publique, il y a des exigences en matière linguistique qui sont démesurées. Moi, je suis échevin, je vois bien dans les administrations locales, il y a pour une série d'emplois, il n'y a pas besoin d'un bilinguisme. Et on parle toujours du bilinguisme français-néerlandais, parce que bien des gens sont bilingues. Sauf que l'anglais est en train de monter en puissance. L'anglais monte en puissance. Je prends le service informatique, il vaut mieux quelqu'un qui connaisse bien l'anglais que le néerlandais. Et je pourrais citer une multitude de cas. Mais quand on exige ce bilinguisme, en fait, on sait qu'on fait une certaine forme
de discrimination à l'embauche. Et donc nous disons très clairement qu'il faut que l'employeur qui recrute définisse les compétences nécessaires pour exécuter le travail, mais que ça correspond effectivement à ce travail. Je prends une situation caricaturale, mais admettons qu'on soit ici et qu'on ne souhaite en fait engager que des Chinois. Eh bien, je vais écrire mon annonce en chinois et je saurai que je n'aurai que des Chinois. Mais en fait, je fais une discrimination légale, mais je la fais. Eh bien, le bilinguisme exigé dans la fonction publique tel qu'on le fait aujourd'hui et tel que les partis traditionnels se soumettent, c'est une forme de discrimination à l'embauche et c'est inacceptable. Êtes-vous favorable au quota, par exemple? Non, je ne suis pas favorable au quota. Je ne pense pas que ce soit de bonnes solutions. Ce serait une discrimination positive, un peu sur le modèle américain, par exemple. Oui, je ne suis pas dans cette logique-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est un peu le modèle américain, on classe les gens sur base très raciale. Et ça, je n'en veux absolument pas. Pour moi, tous les citoyens sont égaux et sont similaires. Ils ont des histoires différentes, ils ont des personnalités différentes, ils ont des compétences différentes, mais ils sont similaires. Alors, on doit pouvoir faire des distinctions, on doit pouvoir tenir compte d'une série de variables, mais je ne veux absolument pas avoir une démarche qui soit d'une manière ou d'une autre ethnique. Alors, nous arrivons petit à petit au terme de notre entretien, Monsieur Depatout. Alors, je ne sais pas si je dois vous appeler professeur, Monsieur le député régional, Monsieur le premier échevin, vous avez plusieurs casquettes. Depuis quelques années, les fédéralistes francophones démocrates ont fait le pari de pouvoir mettre sur les listes électorales des candidats issus de la diversité. Est-ce que c'est uniquement pour en faire des attrape-voix ou est-ce qu'il y a réellement une volonté de la part des FDF tout simplement d'intégrer davantage de personnes issues de l'immigration dans le paysage politique belge? Alors, deux commentaires. Le premier, c'est une réalité. Et il faut accepter cette réalité. Et donc, c'est normal que des candidats d'origine étrangère, comme on les appelle, soient sur les listes parce qu'ils sont belges, qu'ils représentent des sensibilités et qu'ils contribuent à justement la réflexion sur la gestion publique. Donc, c'est essentiel. Deuxième remarque que je voudrais faire, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas un attrape-voix, mais nous sommes le premier parti à avoir mis dans une fonction ministérielle une personne, Gisèle Mandela, qui était d'origine congolaise. Et pourtant, nous n'avons jamais eu beaucoup de mandats ministériels. Et on l'a fait parce qu'il nous est paru à un moment donné important que cette sensibilité soit aussi bien représentée au gouvernement fédéral. On est les premiers à l'avoir fait. Tout à fait. Et ce n'a pas été une volonté d'attraper qui que ce soit. On l'a fait, on aurait pu désigner d'autres personnalités. Alors, vous avez le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de notre émission. Alors, le 25 mai, on va voter. Il y a 3 scrutins, je l'ai rappelé en introduction. Quel est le message que vous pourriez délivrer aujourd'hui, notamment à la communauté congolaise qui vous écoute? Alors, le message va être très, très clair. Pour nous, l'essentiel, c'est l'éducation, parce que l'éducation est le moyen d'avoir la capacité de pouvoir s'insérer dans une société et donc est source de cohésion sociale. Et donc pour nous, l'enseignement, l'éducation, la formation professionnelle sont les moteurs qu'il faut vraiment favoriser et nous déplorons la manière dont ça a été géré ces dernières années, parce que c'est assez calamiteux. Et donc, nous sommes convaincus qu'en réalité, en formant bien, nous donnons un capital à chacun, capital qu'il pourra exploiter durant toute sa vie et pouvoir aussi être le vecteur pour ses propres enfants. Et donc, c'est l'investissement essentiel. Ça nous caractérise et ça permettra aussi de diminuer la discrimination, d'apporter des moyens financiers supplémentaires à tout un chacun et donc d'avoir, par exemple, par rapport au logement, des moyens supplémentaires pour avoir un meilleur logement. Merci infiniment, Monsieur Serge Depatout. Je rappelle que vous êtes premier échevin à Woluwe et Saint-Pierre, député régional bruxellois. Vous êtes candidat également sur la liste FDF. Rappelez-nous la position que vous occupez. Alors, moi, je suis premier de la 2e colonne. Donc, je suis un candidat de première ligne.
C'est parfait, c'est bon à savoir. Bien, quant à moi, je vous retrouve pour un prochain rendez-vous de Dialogue Nord-Sud. Cette émission vous a été proposée par l'ESBEL Espace Interculturel Nord-Sud, en collaboration avec Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine et Dias Congo TV. À bientôt. Merci.